Je vais donc commencer par dire que nous, ne sommes que des avocats. Je suis un avocat et la profession d'avocat est une des rares professions qui, en plus d'être encadrée par une déontologie, n'est-ce pas, s'exerce sous serment. Et une partie du serment d'avocat dit clairement ce qui suit. Dans cet extrait, nous nous engageons en tant qu'avocats de n'accepter et de ne défendre aucune cause que nous croyons en âme et conscience juste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement que lorsqu'un avocat accepte de s'engager à défendre une cause, ça signifie qu'il a pris le temps d'étudier les tenants et les aboutissants, et en son âme et conscience, il a compris que c'est une cause juste. Et donc, je me dois de vous dire que la cause que défend le révérend Paul Mukendi est une cause juste. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes associés et nous avons accepté, n'est-ce pas, de lui fournir nos services afin que nous puissions tous ensemble lutter pour que la justice triomphe. Vous savez, la notion de la justice que je suis en train d'évoquer, parce qu'il s'agira de ça, est une question épineuse, n'est-ce pas? Et je voudrais partir d'un élément, c'est que de façon générale, lorsqu'on parle de la justice, on a l'idée de l'équilibre, n'est-ce pas? Et même c'est pour cette raison-là que la justice est symbolisée par une balance, nous le savons. Et cette balance doit être équilibrée. À partir du moment où la balance de la justice penche vers un seul côté, il n'y a plus justice. Et donc, parfois nous voyons ce symbole-là, nous n'avons peut-être jamais pris le temps de réfléchir sur ça. Ce symbole veut tout simplement dire que lorsqu'on parle de la justice, il doit y avoir équilibre. Ça signifie que la justice doit rendre à chacun ce qu'il lui doit, sur la base de ce qui est prévu dans la loi. Dans le cas ici présent, nous avons analysé les faits, nous avons analysé les décisions judiciaires, nous avons vraiment un goût amer, un sentiment d'insatisfaction, dans la mesure où il saute clairement aux yeux que la balance n'est pas équitable. Et plusieurs éléments, d'ailleurs le révérend lui-même venait d'évoquer en survolant, indiquent cela. Vous savez, je veux donc essayer de vous parler brièvement de ce que nous devons entendre par la fonction juridictionnelle, qui se trouve en application dans tous les États. Vous savez qu'il y a 3 pouvoirs dans l'État. Il semble qu'on vous appelle aussi, vous, un 4e pouvoir, les médias. Donc les 3 pouvoirs traditionnels que nous connaissons, nous savons que parmi ces pouvoirs-là, il y a le pouvoir judiciaire ou juridictionnel. Je vais brièvement vous parler de ce pouvoir-là, mais pas dans le sens du pouvoir, mais de la fonction. Parce que l'État, en plus de la fonction législative, en plus de la fonction exécutive, l'État exerce une fonction juridictionnelle. C'est-à-dire, l'État empêche que les particuliers puissent se rendre justice entre eux. Ça créerait des désordres dans la société. L'État a mis en place un système, des organes, pour permettre aux gens de venir apporter leurs problèmes là devant ces organes-là, et que ces organes-là puissent rendre justice selon chacun. Alors, cette fonction juridictionnelle repose sur une panoplie de règles. Ce sont des règles de fond, des règles de forme, dont seul le respect garantit l'équité. C'est lorsqu'on respecte les règles de procédure que l'on garantit l'équilibre et la justesse de cette balance dont nous parlions d'ailleurs. Et pour ce faire, particulièrement en matière criminelle, parce qu'ici nous sommes dans une matière criminelle. En matière criminelle, certains principes, certaines règles sont d'une sacralité intouchable, c'est-à-dire vous ne pouvez pas modifier cela. Il faut les respecter telles quelles. Et c'est donc sur base de ces règles-là que je vais essayer de mettre à votre disposition un certain nombre d'éléments qui concernent ces dossiers. La première des choses, c'est le droit de la défense. Chers organes de presse, le droit de la défense est sacré en matière criminelle.
c'est ce droit de la défense qui, en son tour, a donné naissance à ce qu'on appelle le principe de la présomption d'innocence. Le principe de la présomption d'innocence veut que lorsqu'une personne est accusée en justice, qu'il continue à être considéré comme étant innocent, jusqu'à ce que des preuves non réfutables puissent établir sa culpabilité. C'est seulement après cela qu'on pourra le regarder comme étant coupable. Mais avant, non. Ça signifie qu'on doit le traiter avec respect. On doit le traiter avec toute la considération qu'il y a. Et ce sont tous ces petits détails-là qui déterminent la balance à un niveau équilibre. Dès qu'au moment du procès, nous constatons des éléments, n'est-ce pas, qui défavorisent un camp, la balance n'est pas équilibrée. Quand je parle de la balance équilibrée, je ne parle pas seulement du verdict. Je parle de la procédure, de la manière dont une partie est traitée. Lorsque le traitement n'est pas équitable, la balance n'est pas équilibrée. Donc je disais que le principe de la défense a notamment donné naissance à celui de la présomption d'innocence que je viens de vous indiquer. Ce même principe a donné aussi naissance au principe selon lequel la charge de la preuve incombe à celui qui accuse. Je répète, la charge de la preuve incombe à celui qui accuse. Quand vous vous levez, vous allez devant la justice pour accuser quelqu'un, sachez que c'est vous qui avez la charge de prouver que ce que vous avez dit là est vrai. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais lorsque vous compulsez ces dossiers, vous allez vous rendre compte justement du déséquilibre parce que, malicieusement, l'on a inversé la charge de la preuve. Quelqu'un qui vient accuser, moi je me lève, je dis, voici, je viens devant vous, vous êtes juge, voici mon frère ici, il m'a giflé. Quand il m'a giflé, vous juge, vous n'étiez pas là. Est-ce que vous me comprenez? C'est en fait ça la réalité devant la justice. Quand nous allons devant la justice, c'est que nous disons à la justice n'était pas là quand ça s'est produisait. Ça signifie que la justice doit rester au milieu. Quand je vais donc dire que mon frère ici présent m'a giflé, c'est à moi qu'incombe la charge de prouver que lui, il m'a giflé. Mais dans le processus, parce que je vais peut-être toucher certains éléments, mais de façon globale, quand vous analysez cette situation, la situation du révérend, vous allez vous rendre compte que moi, je vais devant la justice, je dis que mon frère Opango m'a giflé, et la justice me demande à moi, pardon, à Opango, de prouver que moi, je ne l'ai pas giflé. En fait, il s'agit de ça. Quelqu'un vient accuser, mais dans le processus, je vous dis que c'est subtil, hein, c'est vraiment, c'est avec finesse pour déceler cela. En réalité, la charge de la preuve a été renversée. Il revenait maintenant au révérend de prouver que des choses apportées par la prétendue victime ne s'étaient pas produites. Et là déjà, c'est de la fausseté. C'est déjà là la fausseté. Pourquoi je dis ça? Une victime qui vous dit avoir été victime dans la ville de Québec en 2001, étalant des faits qu'il met à la charge d'une personne X, en l'occurrence le révérend. Je dis en 2001, alors que les services de migration, tous les services de l'État, on peut les vérifier et voir qu'en 2001, il n'était pas au Québec. En 2002, il n'était pas au Québec. Il n'est arrivé au Québec qu'en 2003. Comment peut-on mettre à charge de quelqu'un, sérieusement, des faits, et c'est repris dans le jugement, c'est repris dans la décision. Des faits, et là, au niveau de l'appel, on confirme cela. J'ai lu, même ce matin encore, j'ai encore jeté un coup d'œil sur la décision d'appel, qui reprend tel quel les éléments du premier juge, et qui reprend cet élément-là. À partir du moment où ces principes, ces petits principes ici ne sont pas respectés, la balance n'est plus équilibrée. Et donc, il n'y a plus justice. Avec ça, vous comprenez, je peux m'étendre. N'est-ce pas? Vous prenez une victime, parce que toute l'accusation dans cette affaire, c'est se reposer sur une seule déposition. Ici, au Congo, nous appelons ça déposition, mais là-bas, au Canada, on appelle ça témoignage. Donc, c'était lui, la victime, qui était le témoin clé. Donc, c'est son témoignage qui était le témoignage fondamental.
Mais quand vous décortiquez ces témoignages, que des incohérences, que de contradictions. Mais c'est les témoins clés. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? C'est les témoins clés. Et ce témoignage n'a pas été, en dépit du fait qu'il y a eu des incohérences, il y a eu des contradictions, incohérences et contradictions que le juge explique. Vous vous rendez compte que c'est toute une décision du juge qui explique, qui banalise, qui justifie les incohérences et les contradictions qu'il y avait dans les témoignages de la prétendue victime, qui chaque fois qu'il passait devant les organes de la justice, il avait une version modifiée, une version évoluée, au point même d'avouer à un moment donné que pour ça j'ai menti. Et une telle victime, prétendument, vous continuez à le prendre au sérieux, au point de condamner quelqu'un à 8 ans. Je parlais donc de la charge de la preuve. Les témoins déposent des choses, personne n'est venu, n'est-ce pas, corroborer cela. Je vais vous donner un exemple simple pour vous faciliter la compréhension. Je viens devant le juge, je dis que mon frère Opango m'a giflé. Le juge n'était pas là. On demande à Opango, qu'est-ce que tu en dis? Opango dit, je ne l'ai jamais giflé. En vertu de quoi le juge accordera du crédit à ma déclaration plus qu'à sa déclaration? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Moi, je viens, je dis qu'il m'a giflé. Lui, il dit, je ne l'ai jamais giflé. Les juges disent, tu dois prouver que tu ne l'as jamais giflé. Si tu ne le prouves pas, donc ce qu'il a dit est vrai. Tu l'as giflé. Je l'ai dit de la façon la plus simple, la plus terre à terre pour vous amener à comprendre, mais c'est de ça qu'il s'agissait. Il venait de nous dire ici que ça paraissait comme utopique, comme si c'était dans un film, mais c'est pourtant la réalité. Je vais donc rapidement pour terminer. Il est prévu comme principe, un avant-dernier principe, c'est que chaque fois qu'il y a doute, or dans le cas d'espèce, les témoignages de la victime n'étaient pas hors de tout doute raisonnable. Non, il y a eu suffisamment d'éléments qui devaient amener à une seule conclusion, de douter de son témoignage. Et lorsqu'il y a doute, ce doute-là doit ébranler l'accusation et profiter à l'accusé. Et lorsque ça profite à l'accusé, selon le droit canadien, il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est l'acquittement, pur et simple. La deuxième hypothèse, n'est-ce pas, c'est la reprise d'instance. On doit recommencer le procès. Mais dans le cas qui est concerné, on était dans l'hypothèse de l'acquittement. On ne pouvait pas attendre deux solutions. On ne pouvait attendre que l'acquittement. Mais vous savez ce qui est arrivé. Donc, en résumé, c'était le témoignage clé et aucun autre témoignage n'est venu corroborer ces témoignages. Et pourtant, il y a eu des gens qui ont défilé. Et quand vous analysez, vous comparez leurs témoignages et les témoignages de la victime, ben, vous avez des conclusions terribles. Devant donc une injustice pareille, ou une situation de non-droit, il était donc admissible que la victime de cette injustice puisse recourir à tous les moyens de droit. Vous comprenez ça? Lorsqu'on est en face d'une injustice, le droit permet à la victime de l'injustice de recourir à tous les moyens de droit, y compris ce que l'on appelle la légitime défense, pour faire imposer le droit. C'est cela l'essence qu'il faut donner, n'est-ce pas, au départ du révérend Paul Mukendi du Canada pour Kinshasa. Donc on était en face d'une injustice pour laquelle il devait utiliser tous les moyens de droit pour empêcher cette injustice de se concrétiser totalement sur sa vie. Et c'est aussi parce que l'œuvre humaine est imparfaite et une décision de justice est une œuvre humaine. C'est pour ça que dans la fonction juridictionnelle, il est prévu, c'est le dernier principe que je vais vous partager, c'est le principe du double degré de juridiction. Ça signifie que lorsqu'un justiciable n'est pas satisfait d'une décision rendue, il a la possibilité de faire recours et de saisir des instances supérieures afin de faire réexaminer,
n'est-ce pas, cette décision. Et il est même prévu que lorsque dans le cadre d'un État, on a épuisé toutes les voies, comme il vient de vous expliquer ici, et que personne ne veut entendre la voix de la justice, que l'on puisse recourir à des instances supranationales. C'est donc pour cela que nous annonçons solennellement la saisine très imminente des instances de justice supranationales afin d'y obtenir à coup sûr le rééquilibrage de la balance longtemps penchée en faveur d'un droit, de ce que j'appelle un droit de la force, caractérisé par une succession de violences équivalentes à de l'injustice. Il faut qu'on rééquilibre au profit de la force du droit. À vous, médias, je vais aussi conclure pour vous dire que restez professionnels. Ne cédez pas à des chantages, ne vous faites pas embrigader, comme nous avons pu le constater ailleurs, sous d'autres cieux, dans le cadre de la présente affaire, ou de médias, et nous le dénonçons, ou des médias du Canada, appellent des médias d'ici pour dire pourquoi vous avez écrit cela. Moi, je préfère vous le dire à haute voix. Pourquoi vous avez écrit cela? Mais attendez, lorsque vous le savez, c'est dans votre déontologie. Lorsqu'un organe de presse écrit sur un sujet, peut-être c'est les concernés ou tous ceux qui sont concernés dans ce sujet qui peuvent réagir pour venir éventuellement demander un droit de réponse, n'est-ce pas ça? Mais un autre média qui vient contacter un autre média pour dire pourquoi vous avez écrit comme ça, est-ce que ça ne vous tape pas dans les nerfs? Pourtant, dans l'affaire révérend Paul Mukendi, c'est ça qui se passe. Et il y a même un article qui venait d'être publié, comme quoi on dit, voilà, nous avons appelé tel média pour lui demander d'enlever son article sur la toile. Il l'affirme. Je me permets de vous donner ces détails parce que je me réservais, je ne voulais pas donner beaucoup de détails, mais si on commence à vous donner des détails des choses qui se passent dans ce dossier, vous vous demanderez, nous sommes au Canada ou nous sommes ailleurs? Et généralement, lorsque l'on publie ces choses, beaucoup de gens disent, est-ce que vous croyez vraiment que ça peut être possible? C'est quand même le Canada, non? C'est des pays sérieux où on ne peut pas voir ça, mais je vous dis, tout ce que l'on vous raconte là, ça s'est passé au Canada. Je dis ça continue à se passer parce que, n'est-ce pas, l'on s'efforce à pouvoir tenter, si possible, même de museler les médias congolais. C'est pour ça que chaque fois que nous nous adressons à vous, nous vous interpellons au professionnalisme. Au Canada, on a réussi à museler la presse. C'est ça aussi le déséquilibre de la balance. On a muselé la presse. Une seule tendance, un seul son de cloche. Et la justice a pris une décision pour lui interdire de ne pas parler, de ne même pas évoquer ces dossiers en public. Qu'on ne lise rien sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que la vérité, n'est-ce pas, sera dite si on donne notre son de cloche. Maintenant qu'on ne peut plus contrôler ça, on tente de contrôler les médias congolais. Je vous dis ces choses, encore une fois de plus, pour vous interpeller au professionnalisme. Merci, merci beaucoup. Et je vous salue tous. J'ai une communication que je vais d'abord pouvoir lire pour avoir des idées fixes. Je ne veux pas m'éparpiller. Je voudrais dire aujourd'hui, dans ma première publication, donc dans ma première communication publique du 18 septembre dernier, plusieurs médias dans le monde, autres que les médias québécois, qui eux ont choisi de ne pas faire un travail objectif, mais un travail pour me détruire et de me dépeindre comme un misogyne, comme un homophobe, comme un bandit, et tout ce qui est mauvais. Mais cependant, plusieurs médias se sont intéressés à investiguer le dossier judiciaire qui m'a impliqué dans une fausse affaire, une affaire montée de toutes pièces depuis déjà 4 ans dans la ville de Québec. Certains parmi eux ont publié des articles d'analyse à ce sujet. Ils ont également contacté mes bureaux pour avoir un moment d'échange avec moi afin qu'ils parviennent à cerner davantage la question du dossier qui me concerne et pour la suite du dit dossier. Du dossier qui semble un peu, on dirait qu'on est dans un film hollywoodien, mais cependant c'est une réalité que je suis en train de vivre et que j'ai vécue au Canada.
À vous donc, délégués des différents médias ici représentés, je vous exprime ma gratitude pour l'intérêt que vous manifestez sur les sujets qui me concernent. Mon seul souhait à votre égard, c'est que, contrairement aux autres, vous puissiez demeurer professionnel et conduit par la déontologie journalistique, notamment en faisant suffisamment preuve d'objectivité dans l'analyse et le traitement des informations. C'est cela la marque d'un organe de presse sérieux. Je serai bref. Dans ma récente déclaration publique du 18 septembre, j'ai notamment relevé différentes anomalies qui ont caractérisé le procès qui me concernait, lesquelles, finalement, devenaient constitutives d'une situation de non-droit et d'une profonde injustice face à laquelle je ne pouvais pas rester les bras croisés. Il faut souligner qu'il n'y a pas eu seulement le procès fabriqué qu'on m'a fait subir, mais l'ensemble du traitement de tous les dossiers montés contre moi fut traité hors du commun par les instances pourtant officielles, devenant ainsi une persécution systémique contre ma personne. On m'avait arraché mes enfants, on avait bloqué mes comptes, on m'avait saisi la maison, des biens précieux, on me poursuivait devant les cours et tribunaux, et le tout au même moment sur un citoyen. Si mon crime était le viol, alors pourquoi créer toutes ces choses-là autour de moi? Les problèmes étaient ailleurs, j'étais un homme à abattre. Je ne suis pas donc ici au Congo en résignation, non. Et je l'avais dit dans ma déclaration précédente, je suis ici parce que je n'avais pas d'autre choix pour continuer de me battre et faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur m'a appelé. Je persiste à dire, je n'ai pas fui la justice, mais j'ai fui l'injustice, pour laquelle c'est moi qui suis la victime. Dans toute cette histoire, c'est moi qui suis la victime. Je ne cesserai jamais de prêcher l'Évangile dans toute la vérité, sans complaisance et sans filtre, parce que j'ai un principe, je ne peux pas diluer le vin de la parole. Je ne suis pas à l'église pour lire un livre quelconque, et la Bible dit, est-ce la faveur des hommes que je prêche ou celle des dieux? Si je choisis à plaire aux hommes, je ne suis plus serviteur de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je peux affirmer haut et fort que plus les ennemis de la vérité nous persécutent à cause de l'Évangile, plus le Seigneur fait croître son œuvre qu'il accomplit au travers de notre modeste personne. En l'occurrence, je parle du ministère Paul Mukendi. Malgré la persécution, le Seigneur fait encore croître le ministère qu'il m'a donné partout dans le monde. Je me fais donc le devoir de continuer à me battre contre l'injustice et contre les antivaleurs, dont notamment l'homosexualité, lesquelles sont à la base de la décadence morale dans notre société en tant qu'humains. Et je lance donc un appel ici à vous tous qui partagez les mêmes valeurs que nous, à vous joindre à nous afin que tous nous puissions nous engager dans ce combat noble qui mérite toute l'énergie nécessaire jusqu'à la victoire finale. C'est donc notamment pour la poursuite de ce combat contre l'injustice que j'ai constitué mon collectif d'avocats. Quelques-uns sont ici présents avec moi, et ce, pour ma défense, mais surtout pour la défense et la promotion de la vraie justice. Dans un futur très proche, vous serez donc fixés sur la suite qui est réservée à cette affaire. En conclusion, je dirais premièrement, il faut que l'opinion publique sache que rien ne nous ébranle et rien ne nous arrête. Nous sommes debout en dépit de toutes les manigances de l'ennemi et des gens de mauvais cœur. Deuxièmement, nous sommes, moi, ma famille, ainsi que tous les membres du ministère Paul Mukendi, l'objet de beaucoup d'actes et de décisions d'intolérance et de méchanceté, commandités par des adversaires sans visage, ayant le bras long, au point de manipuler à leur guise, même dans un pays comme le Canada, jouissant pourtant d'une réputation d'état de droit, aussi bien l'appareil judiciaire que les médias.
Vous pouvez juste aller sur les réseaux sociaux et voir ce que les médias peuvent écrire. C'est affreux. Et comme si cela ne suffisait pas, ils n'acceptent pas la contradiction. Ils ont une ligne, un mot d'ordre a déjà été donné, c'est qu'il faut détruire cet homme-là. Mais en tant que serviteurs de Dieu, nous laissons les seigneurs seuls s'occuper d'eux. Troisièmement, à vous médias, nous vous recommandons d'être professionnels et de ne pas vous laisser manipuler. Respectez votre déontologie et l'éthique journalistique. Quatrièmement, quant à moi, je ne suis que porteur du message de l'évangile de Jésus-Christ pour que les âmes soient sauvées. C'est un message d'amour. Et le message que je porte, c'est celui de l'amour envers tous les hommes. Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais appelle tout le monde à la repentance, à l'abandon de tout ce qui les sépare de Dieu, afin qu'il lui accorde le salut qu'il réserve à tous ceux qui s'approchent de lui. Cinquièmement, je dirais à ma famille, à ma femme et à mes 4 enfants, ainsi qu'aux membres du ministère Paul Mukendi, je vous remercie pour votre soutien depuis ces 4 dernières années. Plusieurs d'entre vous ont subi les persécutions, mais vous êtes aussi demeurés debout, forts et courageux au nom de la vérité. Je remercie aussi ceux qui m'ont soutenu dans la ville de Québec, qui ne sont pas peut-être membres du ministère Paul Mukendi, peut-être qu'ils sont comme Nicodème, mais cependant, qui m'ont soutenu dans la ville, et spécialement ceux qui ont eu le courage de m'alerter en coulisses, car sur ce qui allait se produire, si je suis parti, c'est parce qu'il y a aussi des gens, il y a des gens qui sont venus me parler pour me dire « sauve-toi pour ta vie », qui travaillent dans le système, qui dit que mon procès, tout était déjà fixé. Je pourrais me payer les meilleurs avocats du monde, je ne m'en sortirai pas. Alors, je leur dis merci, car ils n'ont pas voulu me voir subir une injustice, une justice résolument trafiquée. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup.